Merci beaucoup, Jacques. Alors effectivement, la notion de chirurgie robotique, actuellement, c'est quelque chose qui est tout à fait à la mode et on n'a pas, nous, finalement échappé en orthopédie à cette notion d'instrument intelligent et avec différentes sortes. Et aujourd'hui, la question c'était celle de l'assistance robotique. Alors, il faut savoir que nous, en orthopédie, on est souvent en retard. Donc vous voyez ce qu'on utilisait comme prothèse à l'époque, juillet 69, on avait une seule taille de prothèse pour tous les genoux. Et en parallèle, même époque, on était capable d'envoyer quand même un homme sur la Lune. Alors, vous imaginez que les investissements et l'effort de la recherche étaient quand même plus portés vers finalement la Lune que vers l'orthopédie. Et ça explique pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui finalement qu'on commence à vraiment parler de robotique. Parce que quand on regarde à quoi ressemblait un robot dans les années 80, eh ben, honnêtement, je ne vois pas bien à quoi ça aurait pu nous aider pour opérer nos patients à l'époque. C'était des grosses machines pas très précises, un peu pâteaux, et puis qui clairement ne pouvaient pas faire les choses mieux qu'un chirurgien expérimenté. Et puis progressivement, c'est comme tout, ça s'est amélioré, c'est devenu de plus en plus fluide, de plus en plus précis. Et puis aujourd'hui, on a des robots humanoïdes qui sont capables d'avoir une précision et une répétabilité qui est bien meilleure que celle même de quelqu'un qui fait le même geste de façon quotidienne. Donc c'est cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, finalement, la chirurgie robotique, ça se pose vraiment dans notre spécialité qui est l'orthopédie et en particulier dans ce que je fais qui est des prothèses. Alors pourquoi est-ce que ça peut nous être utile? Eh bien parce que la chirurgie parfaite, c'est la clé du succès. Et de nombreuses études montrent que nos résultats à long terme et à court terme aussi sont meilleurs quand on fait la chirurgie de façon reproductible et précise. Et puis, en chirurgie, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est celui de la prothèse partielle, qui est très exigeante sur le positionnement des implants. Mais vous voyez, il y a plein de paramètres. Quand on dit parfait, c'est pas seulement une radio qu'on regarde, nous on regarde beaucoup les radios en orthopédie. C'est pas que l'alignement, c'est la rotation, c'est comment est-ce que les prothèses se touchent, où est le point de contact, la taille, le positionnement dans tous les plans, et puis même la restitution de l'interligne. Alors ça c'est encore un autre paramètre, c'est pour reproduire l'interligne comme il était avant que le genou soit usé, donc c'est extrêmement complexe. Et puis cette hauteur d'interligne, vous voyez, il y a pas mal d'études qui montrent que c'est assez compliqué à faire si on utilise une instrumentation standard. La rotation, parce que quand on regarde une radio comme ça, on a l'impression que c'est tout le temps pareil, mais en fait non, la rotation de l'implant, elle peut varier beaucoup d'un individu à l'autre. Et il faut réfléchir de façon dynamique. Quand vous voyez ici un genou qui plie et qui tend, on voit qu'il y a une composante de rotation en extension qu'il faut appréhender. Et c'est très difficile à anticiper. Et c'est là où la navigation, l'ordinateur et le robot nous permettent d'anticiper ces petites rotations et de positionner les implants comme il faut, au degré, au millimètre près, pour anticiper tout ça. Donc intellectuellement, c'est hyper intéressant. Quand on s'intéresse à la biomécanique du genou, ça nous permet non seulement d'y penser, mais en plus de réaliser le geste en tenant compte de ça. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, le planning est en 3 dimensions. Ça, c'est avant d'avoir fait toutes les coupes. On voit la prothèse, comment est-ce qu'elle se déplace finalement la partie fémorale sur la partie tibiale et comment la rotation finalement va s'effectuer. Et donc on peut corriger le positionnement des implants en fonction de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors l'historique des robots, ça a commencé en orthopédie il y a quand même un peu plus de 10 ans, et notamment Justin Cobb qui avait fait des études intéressantes, mais vous voyez que c'était des gros robots, des robots qui étaient figés dans le sol, qui nécessitaient quand même une préparation et une installation intéressant pour la recherche, mais en pratique quotidienne, la prothèse de genou, c'est plus de 100 000 interventions par an en France, c'était pas adapté. Et puis il y a un des premiers robots sérieux, on va dire, c'est le Mako, qui a été racheté par une des grosses compagnies internationales, qui lui a un certain nombre de publications sérieuses disponibles depuis quelques années, mais ça nécessite une machine qui coûte plus d'1 million d'euros déjà, ça nécessite quelqu'un du laboratoire en salle tout le temps pour faire les réglages, donc c'est quand même pas très confort, et il faut un scanner opératoire à chaque fois, donc des contraintes importantes. Et puis une génération un peu différente de robots plus légers, et c'est celui sur lequel nous on a beaucoup travaillé, notamment à la Croix-Rousse avec Philippe Néret, et qui n'a pas besoin de scanner, qui n'a pas besoin de personnel en salle et qui coûte bien moins cher. Et pour donner quand même des informations extrêmement précises. Alors, ouais, on a commencé il y a 5 ans, on en a fait un peu plus de 300, donc c'est quelque chose dont on a une certaine expérience. On était les premiers à l'avoir en France en 2013. Et voilà à quoi ça ressemble, donc c'est oui, en 3 dimensions, une petite animation qui montre ça, une planification avec ce qu'on appelle du bone morphing, donc on va aller prendre des points d'intérêt avec un capteur, on va recréer un modèle 3D. Et puis ensuite,
on va avoir donc le positionnement de l'implant et voir les conséquences sur le plan cinématique et changer, vous voyez, chaque paramètre pour qu'on obtienne exactement la courbe qu'on veut et restituer l'anatomie et la biomécanique du genou. Et puis ensuite, grâce à ce petit bras robotique que vous voyez ici, avec cette fraise qui sort et qui rentre toute seule, c'est un pilote automatique, hein, c'est-à-dire qu'on tient l'instrument, mais la fraise, elle rentre et elle sort uniquement selon les consignes de l'ordinateur. Ça veut dire qu'elle va automatiquement préparer l'os au niveau du fémur et du tibia pour le rendre finalement exactement adapté au positionnement de la prothèse qu'on a planifié. Donc tout ça, c'est comme un GPS, mais avec un pilotage automatique où on ne tient pas le volant et où la voiture va faire le créneau toute seule, comme on le voit de temps en temps maintenant. Et bien c'est pareil, et simplement à la fin, par contre, c'est toujours le chirurgien qui met l'implant, qui fixe les implants, qui fait les petites adaptations nécessaires à la fin. Donc c'est pas encore le robot qui met la prothèse, mais il prépare. Donc ça c'est on va dire un modèle virtuel. Voilà en vrai à quoi ça ressemble. Rapidement, vous voyez qu'on a un écran, c'est comme un écran d'iPad, hein, c'est un écran tactile. Et puis on enregistre avec ce petit palper. Vous voyez ici qu'on voit le modèle se créer sur l'écran et ça va donner une impression 3D du genou. Et ensuite on va, à partir de tout ça, définir le positionnement de l'implant. Et puis vous voyez ensuite la fraise, elle se rétracte et elle sort toute seule. Encore une fois, c'est pas le chirurgien qui contrôle la fraise, elle fait ça de façon spontanée. Donc si on se met ailleurs, il ne va rien se passer, la fraise ne sort pas, elle sort que quand on est au bon endroit. Et puis on voit avec le jeu de couleurs que l'os va progressivement être façonné au niveau du fémur, au niveau du tibia, et à la fin, vous voyez qu'on a l'emplacement qui est prêt pour mettre la prothèse. Et puis on met ensuite des implants d'essai, et puis c'est une prothèse unicompartimentale classique, avec ensuite on peut vérifier dynamiquement qu'on a bien reproduit le plan qu'on voulait, et qu'on a bien restauré la cinématique du genou comme on le souhaitait. Donc tout ça, et c'est un outil intelligent qui permet d'obtenir et d'effectuer un planning précis. Alors est-ce que ça marche? Il y a pas mal d'études, il y a des études cadavériques. Clairement, on est 2 fois plus précis que l'instrumentation classique, on va dire, qu'on utilise tous habituellement. La courbe d'apprentissage, il faut quand même un certain temps pour appréhender la machine. On dit qu'il faut à peu près 8 procédures. Clairement, il faut probablement un petit peu plus pour être vraiment efficace et vraiment rapide. Mais on voit qu'assez rapidement, on arrive à prendre en main cet outil intelligent. Est-ce que ça marche en clinique? Alors, on a fait un certain nombre d'études. On a montré que pour l'interligne, c'était efficace. On a fait des études comparatives. On a montré que fonctionnellement, c'était également intéressant. Et on a même fait une étude sur le retour au sport après prothèse. Vous voyez, chez des patients jeunes qui avaient eu des traumatismes sévères et qui on a été amenés à mettre ce type d'implant. Et vous voyez qu'avec cette chirurgie robotique, on avait constaté que la récupération, même en termes de retour au sport, était finalement très favorable. Donc vous voyez qu'on pousse les choses maintenant avec des implants, on arrive à faire des choses assez étonnantes chez nos patients les plus actifs. L'autre type d'arthrose, vous voyez les prothèses de rotule, prothèses fémoro-patellaires, c'est également quelque chose qui marche très bien. Et puis donc il y a un certain nombre de revues systématiques, celle-ci il y a quelques années, qui montraient effectivement les bénéfices potentiels de cette chirurgie. Et puis il y a le marketing. Vous voyez, ça c'est un de nos collègues de Londres, vous voyez, qui est passé sur NBC et qui clairement, ça permet de se mettre en avant. Mais ça c'est un des aspects un peu parasites de tout ça. Et pour être très honnête, mon hôpital s'en est emparé aussi. Vous voyez, on n'a pas échappé à passer au journal, faire le journal de la santé, toutes ces choses-là, parce que c'est l'innovation. Et les établissements, ça les intéresse, ils investissent de l'argent dans la technologie, ils mettent des centaines de milliers d'euros et ils veulent avoir un retour, donc ils veulent en parler, ils veulent communiquer. Et donc ce qu'on a connu un peu sur les robots pour d'autres chirurgies, nous on l'a connu très récemment, on n'y a pas échappé. Et puis évidemment ça fait de l'activité, vous voyez, les gens viennent parce qu'ils ont entendu parler de ça et on a une vision, finalement les patients ont en retour une image positive de ça, ils n'en sont pas effrayés. Et je pensais au départ que les gens trouveraient l'idée d'avoir un robot dans le bloc plutôt effrayant, et finalement c'est l'inverse. Et ça m'a un peu surpris au départ quand même. Et puis les prothèses totales, parce que les prothèses partielles c'est 10 000 par an, prothèses totales 100 000 par an en France. Donc ça a commencé il y a moins longtemps, vous voyez, il y a quelques mois, on a attaqué en France, un petit peu avant aux États-Unis, et c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui va prendre son essor. Et on va en entendre parler davantage, surtout si les coûts continuent à baisser. Et puis voilà, il y a plein d'indications, la prothèse totale, les prothèses de reprise, les prothèses de hanche, la chirurgie du sport, la robotique elle est en train de prendre son essor en orthopédie. Et après, parce que ça vous allez me dire, bon très bien, aujourd'hui vous faites ça, c'est intéressant, et où est-ce qu'on va aller? Parce que c'est ça aussi qui est
on va aller vers des choses comme ça, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est créer un environnement virtuel dans lequel on peut travailler. Et c'est très bien pour la simulation. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur faire évoluer nos méthodes d'enseignement. Et donc, il y a des systèmes comme celui-là qui créent un environnement complètement factice et dans lequel on peut s'entraîner à mettre une prothèse pour de faux, à mettre que ce soit une prothèse de genou, une prothèse de hanche. Vous voyez qu'on peut faire comme dans une chirurgie réelle. Alors ça, c'est une prothèse de hanche. Avant, c'était une prothèse de genou. Et puis aussi, de façon assez intéressante, on peut interagir, on peut être plusieurs dans cet environnement virtuel. Vous voyez ici, un aide opératoire, le chirurgien, donc vous pourrez entraîner ces infirmières ou ces aides opératoires à nous aider de façon plus efficace, sans finalement avoir à faire subir à nos patients leur cours d'apprentissage. Donc ça, c'est la réalité virtuelle qui peut avoir un intérêt au niveau de l'éducation et de l'apprentissage. Et puis il y a la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est ça. C'est un monde réel dans lequel on va projeter des images qui sont fausses, mais qui peuvent nous donner l'information. Là, c'est uniquement ludique, évidemment, mais grâce à ce type de technologie, comme les Google Glass, vous avez sûrement déjà vu, eh bien, on va se retrouver à pouvoir interagir avec le monde réel. Alors là, ça existe déjà dans le monde automobile, par exemple. Vous voyez, ce mécanicien, il veut réparer ce moteur, mais il n'a pas besoin de lire le mode d'emploi, il va simplement mettre ses lunettes, et vous allez voir que grâce à ces lunettes, eh bien, finalement le système va reconnaître le moteur et va indiquer directement dessus, donc c'est ça la réalité augmentée, des informations sur quelle pièce il faut enlever en premier, où est-ce qu'il faut dévisser, qu'est-ce qu'il va falloir réparer. En tout cas, c'est une façon de faire un geste finalement en étant assisté, en projetant des images sur le monde réel. Alors ça, c'est dans le monde de la technologie. Et puis dans le monde de l'orthopédie, il y a eu une première il y a quelques temps à Paris, c'était Thomas Grégory qui avait fait ça sur la chirurgie de l'épaule. Et alors moi je ne suis pas de chirurgie de l'épaule, je ne suis absolument pas compétent pour commenter ce qui a été fait. Par contre, ce qui m'intéresse, et ce que je trouvais assez sympa, c'est le petit écran à gauche. Vous voyez qu'il arrivait à parler en direct avec d'autres chirurgiens un peu partout dans le monde, en tout cas à distance. Et donc, on permet de voir ce qu'on fait, projeter dessus la planification qu'on a prévu de faire, et ensuite demander finalement l'avis de chirurgiens experts ailleurs. Alors, dans ma chirurgie à moi, ça veut dire qu'il faudrait que je sois habillé comme ça. Donc ça peut être un paramètre quand même assez pénible. Il va falloir qu'on ait un espèce d'écran ou de grosses lunettes comme ça. On va regarder le genou et puis on va pouvoir avoir dans un coin notre planning. Ça c'est assez intéressant sans avoir à tourner la tête, à regarder un autre écran ou à regarder je ne sais quoi qui soit sur le côté. Donc ça permet de rester concentré sur ce qu'on voit. Et puis on va pouvoir éventuellement scanner le genou et l'analyser. Et puis ça va nous donner des données dynamiques par rapport à ce qu'on a planifié. Tout ça est, encore une fois, dans le futur proche, à mon avis, on aura ces données. En fonction de ce qu'on veut faire, ça nous donnera des données dynamiques, réelles, de ce que va donner le résultat de la prothèse. Et puis, grâce à tout ça, si je veux, je peux demander l'avis de mon ami à Londres, Charles Rivière, qui parlera tout à l'heure. Je peux l'interroger et il peut me dire, attention, le positionnement en rotation n'est pas parfait, tu devrais corriger ça, soit plus adapté aux patients, parce que c'est grand dada. Et puis, tu devrais mettre la prothèse comme ça. On pourra interagir possiblement, et là, ça donne tout l'intérêt pour encadrer nos plus jeunes, évidemment, puisqu'on peut voir ce qu'ils veulent faire. Et même en n'étant pas forcément juste sur place, on peut les surveiller. Et puis, on pourra demander encore l'avis à quelqu'un d'autre qui va nous dire, mais quelle technologie, ça c'est Mathieu Linger qui parlera tout à l'heure aussi sur l'aspect biologique de la reconstruction du ligament croisé, et il va me dire, essayez peut-être de la mettre comme ça. Vous voyez, on pourra discuter et prendre des décisions communes, les valider et ensuite les faire réaliser de façon précise, pourquoi pas avec un bras robotique. Donc vous avez compris que la technologie aujourd'hui elle est déjà présente, demain elle le sera encore plus, elle prend une place croissante en orthopédie. Actuellement les résultats qu'on a sont encourageants, mais vous voyez on n'a que quelques années, on n'a pas les 10 ans de recul qu'ont nos collègues en chirurgie viscérale ou en neurochirurgie. Il y a de nombreuses applications à venir, et évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure avec la notion de coût des soins. Les paramètres économiques sont à mettre en balance avec le bénéfice rendu, et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste vigilant par rapport au coût de ces technologies, qu'elles donnent vraiment le résultat escompté. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien, qui veut intervenir à la suite de cette très belle communication qui met bien en avant la problématique. Je sens que Jean Dubussé a une question qui le dérange. Il démange plutôt. Oh, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est l'usage du mot robotique
qui me déplaît depuis de nombreuses années pour tout. Parce que, qu'on appelle ça chirurgie assistée par ordinateur, je préférais beaucoup. Ou assistée dans les 3 dimensions par ordinateur, je dirais, j'aimerais bien. Mais robotique, ça me gêne parce que c'est pas des vrais robots. Le vrai robot fait tout. Et comme tu l'as très bien dit, le chirurgien va mettre à la fin la prothèse sur les trous préparés. Et alors là, et après, bien entendu, grâce au système de repérage dans les 3 dimensions, il va pouvoir vérifier tout de suite si c'est bien aligné comme il faut. Mais le mot robot me gêne. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux rajouter avant de vous répondre à un commentaire? Moi, justement, c'est là où je ne suis pas tout à fait sur... Je suis complètement sur la même réflexion que Jean Doucet, mais à la limite, est-ce que vous, orthopédistes, qui avez un privilège majeur, parce que c'est une des grandes discussions pour les chirurgiens viscéraux et intuitives, et notamment pour la chirurgie du grêle, vous avez en principe, de l'extérieur, je sais bien que tous les jours ne sont pas pareils, mais on peut imaginer qu'après une analyse d'image, le robot soit suffisamment intelligent pour aller évaluer les volumes. Donc moi, je crois quand même, très sincèrement, qu'on peut imaginer, pour répondre à Jean Doucet, que Sébastien pourra quitter la salle d'opération. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller jusqu'au bout, qu'il y ait un geste en orthopédie qui soit fait comme un robot qui monte une voiture. Est-ce que vous croyez qu'on va aller jusque-là? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'un jour, ce qui va être difficile, c'est de programmer l'indication, quels sont les volumes, le choix peut-être. Mais après, qu'au moment où je ne sais pas pourquoi même il n'y aurait pas un scalpel qui incite le peau, enfin tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va aller jusqu'au-là? Parce que vous avez un privilège dans votre discipline, sans aucun caractère péjoratif, c'est qu'elle est en principe statique au moment de la réalisation. Si le malade est bien installé, je ne dis pas s'il est mis de travers. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? On ira jusque-là? Non, l'aspect robotique, c'est pour l'instant, c'est une assistance robotique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du geste qui est faite par un instrument, qui est contrôlé par un ordinateur. Parce que la navigation, c'est des choses qui n'ont pas marché chez nous, enfin en tout cas qui ne sont pas développées, parce que même à 10 ans de recul, on n'arrivait pas à montrer le bénéfice fonctionnel pour les gens. La robotique, on espère être plus précis dans le geste et pas simplement contrôler ce qu'on a fait. C'est là où on a un peu évolué par rapport à avant. Après, je rejoins ce que vous dites. À un moment, pourquoi est-ce que le robot ne pourrait pas mettre la prothèse? Ça, on l'a déjà connu. Et c'était l'aspect qui était un peu problématique parce qu'il faut arriver à appréhender la qualité osseuse. Et ça, c'est compliqué quand même pour l'instant. Maintenant, vu la vitesse à laquelle on progresse, on peut tout imaginer et je pense qu'il ne faut pas se mettre de limite. Mais ce que je constate, c'est que la robotique commence à pénétrer nos blocs opératoires, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans, pas du tout, et que c'est en train de prendre son essor. Donc c'était une vision un peu, effectivement, un peu provocatrice et peut-être optimiste de tout ça, mais peut-être que vous avez raison, et dans 10 ans, je serai sur la plage et l'opération se déroulera sans moi, et ce sera peut-être pas mal. Tu as pas dit où sur la plage? À Rio, tu as oublié quand même, il y a eu un essai de robotique dans la Hanche avec Gaspard. Et ouais, Gaspard a fini dans un placard, mais bon, quand même, ça a été essayé. Oui. Après, la hanche et le genou, c'est deux choses différentes. Là, j'ai parlé du genou, parce que la hanche, on est sur de l'impaction, alors que là, on est sur des coupes osseuses, donc c'est différent. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de voir cette application de la robotique à large pour les gens à l'orthopédie. Les deux questions, l'une c'est sur ce plan économique, donc 1 million d'euros. Un des robots coûte ça. Donc le Da Vinci en viscéral c'est 2 millions, mais ce n'est pas les 2 millions d'investissements qui se grèvent lourdement l'équipement de l'hôpital, c'est le coût de la maintenance chez les viscéraux, parce qu'il y a 22 km de câbles dans un robot Da Vinci en viscéral, et c'est cette maintenance qui est très très coûteuse. Alors ça c'est la première question, est-ce qu'il y a une maintenance, est-ce qu'il y a un coût d'ancillaire aussi à changer ou utilisable que 10 fois ou 20 fois, qui est également sur un plan économique un frein à la diffusion du robot viscéral. Et la deuxième question, c'est sur la question du proctoring et de l'enseignement. Alors, comment ça se passe en orthopédie avec les lunettes pour l'aide, pour l'assistant? Comment est conçu cet enseignement et ce proctoring avec votre robot d'orthopédie? Alors, l'aspect financier, il y a du consommable, c'est clair. On n'est pas sur les mêmes sommes du tout que le Da Vinci, mais on est quand même sur, effectivement, par intervention. Alors, nous, on est sur. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est effectivement les fraises, tout ça est à usage unique. Tout ce qui rentre dans le patient va être à usage unique. Donc, on va être sur. Selon les pays, nous on est sur à peu près 700 ou 800 euros de consommable par intervention, donc vous voyez, ce n'est pas des sommes qui vous paraissent, qui vous choquent, mais c'est à chaque intervention.
Donc ça s'accumule effectivement. L'entretien finalement est assez simple, en tout cas pour le robot que j'utilise, et j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en salle ou qui vienne me changer la moitié des instruments. L'autre robot, le Mako, est plus coûteux pour le coup pour l'entretien et puis pour le consommable. Néanmoins, c'est des paramètres importants et le coût, et pour l'instant c'est ce qui freine les établissements. Nous on a eu un budget par rapport à l'innovation et tout ça, et donc les hospices civils nous ont soutenus là-dedans, et on les remercie là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est pas développé pour l'instant dans nos économies, dans nos modèles économiques à nous. Il y a d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, d'autres, où ça s'est développé plus facilement parce que les modèles économiques sont différents. Charles, pardon. Juste pour répondre sur l'enseignement, je pense que c'est un merveilleux outil d'enseignement et d'accompagnement parce qu'on peut faire une planification, la valider et ensuite surveiller ce qui se passe en temps réel. Ce que je vous ai montré avec les lunettes et la réalité augmentée, ça pour l'instant c'est demain, c'est pas aujourd'hui encore. Donc c'est pas quelque chose qui est utilisé encore de façon très diffusée, mais je pense que pour ce qui est de former nos élèves, la réalité pour le coup virtuelle, à mon avis c'est un outil très intéressant, mais qui est aussi coûteux et c'est pareil, on travaille dessus. Charles. Merci Seth pour cette excellente présentation. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'effectivement il y a quand même un risque que d'ici quelques années, ça peut être 10 ans, 15 ans, mais les robots nous substituent. Et les anglo-saxons sont très très bons comme ça pour mettre uniquement des techniciens qui sont là pour ouvrir. Alors il y aura un technicien qui ouvrira le bonhomme, qui exposera l'articulation, et puis derrière le robot fera tout. Et je pense qu'effectivement on est en train de creuser notre tombe. Alors malheureusement ça marche bien le robot, je pense j'y crois également, hein, c'est un outil de précision, donc, mais je pense que je suis pas sûr qu'il soit sur la plage, parce que si tu opères plus, tu feras plus d'argent. Et... Première chose. Deuxième chose, comme toute technologie, plus on utilise une technologie, puis plus on perd nos qualités. C'est downscaling, c'est-à-dire qu'on est dépendant de la technologie. Le jour où la technologie tombe en panne, on ne sait plus trop comment la faire sans. Alors il va falloir anticiper ça également. Le jour où on fait que des prothèses avec des robots, si le robot ne marche plus ou si il y a un dysfonctionnement, c'est un écueil que je pense on aura. Je ramassais les champignons ce week-end, j'utilise toujours mon GPS parce qu'on a des smartphones, et ça marchait plus, et puis j'étais incapable de m'orienter, alors qu'il y a 10 ans, avant le GPS, j'étais très bon. La technologie, voilà. Avant que Sébastien nous réponde, simplement, oui, tu as parlé de la dynamique, mais il faudra peut-être que tu nous dises un petit peu. Puis d'autre part, pour être allé voir Sébastien opérer, là, on va faire avec son Monavio les prothèses du genou, c'est vrai que c'est une vision qui est totalement différente de notre pratique. Moi, personnellement, je pense que c'est une chirurgie qui est vraiment réservée maintenant pour les plus jeunes qui ont une vision particulière de la chirurgie, pour les chirurgiens qui sont plus vieux comme nous. Je crois qu'on sera un peu perdu dans cette technologie parce qu'on est encore très tributaire de la position manuelle des implants. Et puis, comme tu l'as dit, si ça tombe en panne, il faut quand même pouvoir se récupérer. Avant de donner la parole à Gérard Morand, tu veux... Non, tu vas tout donner. Henri Coudin. Merci pour ce remarquable travail qui montre effectivement que l'orthopédie avance. Alors j'avais une question à te poser, mais ce n'est pas du tout une question piège, parce que c'est des nouveautés et tout, c'est vis-à-vis de l'information. Quels sont les types d'informations que l'on donne aux patients lorsque tu utilises ce type on va dire, je vais reprendre un petit peu la sémantique de Jean Dubousset, cette assistance technique qui quand même modifie un certain nombre de choses. Le patient est prévenu, quelle information tu donnes. Encore une fois, c'est pas piège, hein, parce que à l'époque où tu n'étais pas né, j'ai fait la première arthroscopie du genou et j'ai pas expliqué aux patients qu'on allait lui foutre un tuyau, machin et truc. Donc, mais les temps ont évolué depuis 35 ans maintenant. L'information dans ces nouvelles techniques. Non, c'est une bonne question. Merci. Oui, alors moi, on leur dit qu'on utilise une assistance robotique, d'autant plus que j'utilise dans tous les cas. Donc, ils le savent, toutes les chirurgies uniques compartimentaires sont faites avec ça. Et d'autre part, pour essayer de valider un peu tout ça, on fait en ce moment une étude randomisée, instrumentation classique versus instrumentation robotique avec analyse de la marche avant, après. Et où là, on a pas le même chirurgien, d'après ce que tu viens de dire. Si, parce que les seuls cas, effectivement, les patients dans l'étude sont opérés par un chirurgien ou par moi et avec une technique à l'autre. Mais si ceux qui sont
pas dans cette étude, sont toujours avec le robot. Mais c'est vrai. Néanmoins, pour dire qu'il y a une information évidemment pour ça, CPP, avec la loi Jardé, hein, vous connaissez tous ça, on a eu droit à tout ce qu'il fallait. Donc les gens sont informés et finalement, maintenant ils ont l'air d'être un peu habitués, je crois, à ça. Qu'on les informe plus qu'avant, on a changé un peu, mais et puis on s'est adapté aussi. Merci. Ils sont informés à diviser. Enfin, je veux dire, quand on faisait de la navigation, on n'informait pas les patients, attention, je vais utiliser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on le dit parce qu'on sait que c'est bon pour le recrutement. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de dire aux patients, attendez, là je vais utiliser un auxiliaire manuel ou une navigation ou un robot. C'est pas enfin, pourquoi se prémunir avec pourquoi faire un consent du patient pour ça? Alors le robot, ils ont des petits capteurs quand même, hein, en plus d'une incision normale. Donc je voulais prévenir, parce que sinon ils vont se rendre compte qu'ils ont des petits capteurs, ils vont dire mais pourquoi j'ai des capteurs Mais depuis 20 ans qu'on fait de la navigation de genoux, est-ce qu'il y a un patient qui a déjà fait un consentement parce qu'on a fait de la navigation? Est-ce qu'on a déjà parlé auparavant sur ces dernières années? Je pense pas. Non, Non, je pense pas. Non. mais là c'est des choses plus innovantes quand même sur la robotique, je pense. Ça c'est bien. Gérard Morvan. Oui, je voudrais savoir avec quoi tu alimentes ton robot. Quelles sont les données que tu lui donnes en préopératoire? Comment fais-tu pour te passer d'un scanner pour donner le volume précis de l'os du genou au robot pour qu'il taille ses coupes? Alors il y a deux aspects, il y a un certain nombre de points d'intérêt qu'on a. Le principe de toutes ces navigations, on crée un espace 3D et on met des points d'intérêt dedans. Donc que ça soit le centre de la hanche, le centre de la cheville et puis des points qu'on palpe au niveau du genou. Et ensuite on fait ce qui s'appelle un bone morphing. Donc on enregistre la surface articulaire d'intérêt grâce à un pointeur. Et donc on crée un modèle virtuel sur l'écran, ce qui prend à peu près entre 5 et 10 minutes au départ de la chirurgie. Donc on crée ce modèle comme si on faisait un scanner avant, sauf qu'on n'en fait pas. Ce qui est formidable, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a montré sur une petite animation, c'est le fait de pouvoir positionner complètement les deux implants et de les voir fonctionner l'un sur l'autre jusqu'à ce que la position soit parfaite. Et ça, à mon avis, il n'y a qu'avec ce système d'assistance par ordinateur qu'on peut régler ce genre de problème. Il y a une question. Oui. Sinon, il y avait Mathieu Hidalgo. C'est sur le même sujet que Gérard. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la machine, il y a une image paramétrique. C'est-à-dire que dans l'ordinateur, il est rentré 100, 500, 1000 genoux, et que la machine forme une image paramétrique, et ensuite il y a une déformation en fonction des points que vous mettez. Il va y avoir une déformation de l'image paramétrique au volume indiqué par les points que vous pointez. Ça s'appelle le crigeage, c'est-à-dire déformation. Et le gros progrès, ça a été la déformation élastique, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques temps, on savait déformer en ensemble, c'est-à-dire on rapetissait tout, on élargissait tout, on fléchissait tout, tandis que maintenant il y a des déformations élastiques, c'est-à-dire qu'en chaque point, il y a une adaptation indépendante des points voisins. Et c'est ce progrès qui date d'il y a 3-4 ans, à peu près, en point de vue technologique, qui a fait faire un bond en avant dans la robotique. Il y a une dernière question de Mathieu Hidalgo, non? Non, pas du tout. Bon, on va peut-être, tu veux...